Gilles est une figure de la vie associative compiègnoise. Il appartient notamment, depuis sa création, à la fabuleuse équipe Écologie Humaine de Compiègne, qui organise depuis des mois ce forum maintenant et que nous ne remercierons jamais suffisamment pour ce grand moment de forum. Alors, il a vécu donc la formation Écologie Humaine, dont nous pourrons vous parler peut-être rapidement à la fin de cette journée. Autre information d'importance, il a connu et travaillé avec notre ancien président dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux Gilles Hériard-Dubreuil. Un autre Gilles, donc. Pendant 6 ans, 10 jours tous les 3 mois, ces 2 Gilles ont coopéré au sein de la mission Ethos, partant avec toute une équipe d'experts et de scientifiques en Biélorussie pour aider à améliorer les conditions de vie des habitants qui vivaient et travaillaient sur ces territoires contaminés par Tchernobyl. Voilà. Donc Gilles Le Cardinal est également professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'UTC, où il a dirigé une équipe de recherche sur la communication interpersonnelle et la sécurité des systèmes. Et Gilles a aussi écrit évidemment plusieurs livres sur la dynamique de la confiance, sur la méthode patte-miroir, qui est une méthode innovante destinée à construire de façon participative des projets de changement, méthode dont il s'est notamment servi pour revitaliser la démocratie locale et régionale. Donc il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur Gilles Le Cardinal, mais je vais arrêter ici pour lui laisser la parole. Alors il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut qu'on se rencontre. C'est vraiment la condition de l'épanouissement personnel, de l'épanouissement d'un groupe, de l'épanouissement d'une société. Mais la rencontre, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Il va falloir comprendre ce que c'est que l'interdépendance. Nous sommes dépendants des autres, avec une marge de liberté, mais il va nous falloir savoir gérer l'interdépendance. Et pour cela, il y a des règles, il y a des connaissances à avoir, et je voudrais essayer, dans mon propos, de vous révéler des vérités cachées qui expliquent les difficultés que l'on a à réussir un débat. Un des points très importants de mon propos, ce sera de bien différencier 2 types de rencontres. La rencontre d'intercompréhension et la rencontre finalisée, qui a un objectif précis. Je reviendrai très à fond sur cette distinction parce que toute rencontre a à la fois un but et à la fois essaye de mieux connaître celui avec qui on débat. Premier processus un peu caché que l'on vit dans nos rencontres, la double interprétation possible de toute réalité. Ça a été une révélation pour moi dans un livre de Paul Václavic qui dit la chose suivante: toute situation, tout événement et toute personne peut être recadrée positivement ou négativement. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. J'ai eu la chance de rencontrer Paul Václavic et lui demander: mais est-ce que tu as une preuve de ça, que c'est toujours possible? Il me dit: non, je n'ai pas de preuve, mais écoute, regarde la naissance. Ça devrait être un événement extrêmement positif. Eh bien, quelquefois, malheureusement, c'est recadré négativement. Ce n'était pas le bon moment, on était malade, etc. Et puis la mort, qui devrait être recadrée facilement négativement, peut être recadrée positivement. C'est la fin d'une souffrance, c'est peut-être l'accès à une autre vie. Voilà le message de Paul Václavic. Et pour l'illustrer, tous les professeurs de communication connaissent bien cette image. Cette image, elle a une caractéristique. Quand on la regarde, on peut voir soit une jeune femme, soit une vieille femme. Les deux sont tout à fait possibles. Et quand l'un voit la jeune et l'autre voit la vieille, eh bien c'est très difficile de dialoguer sur l'image. On peut dire, bah, elles ont toutes les deux un fichu, elles ont un manteau de fourrure, mais enfin, on n'a pas été au cœur de leur visage. Mais alors, j'ai dit à Paul Václavic, mais là, on crée une image extrait à double signification, mais la vie, c'est pas ça. Il me dit si, la vie, c'est ça. Tout événement, toute situation, tout projet, toute personne peut toujours être recadré positivement ou négativement.
Et quand on est parti dans une interprétation positive, on semble oublier l'interprétation négative. Et quand on est dans l'interprétation négative, on semble oublier l'interprétation positive. Un chef d'établissement m'a dit que lors du conseil de professeurs pour évaluer les élèves, quand on commence à évaluer négativement un élève, tout le monde a des arguments pour conforter ce recadrage négatif. Et c'est la responsabilité du proviseur de dire « a-t-il des qualités ?» Et là, le professeur d'art va dire, il fait des tableaux extraordinaires. Et on va pouvoir construire une représentation négative, parce qu'il a des défauts, et une représentation positive avec ses talents. C'est toujours possible. Prenons conscience que nous pouvons toujours recadrer positivement ou négativement un événement. Alors on pourrait dire, pour bien débattre, il faut se donner une finalité. Est-ce que je veux faire connaître mes idées? Est-ce que je veux connaître les idées de l'autre? Est-ce que je veux établir avec lui un partenariat? Est-ce que je veux prouver que mes arguments sont meilleurs que les siens? Surtout s'il y a des spectateurs. Je vais essayer de trouver la faiblesse de mon interlocuteur de manière à ce que mes arguments l'emportent sur les siens. Donc, c'est très important de fixer à un débat un sujet et un objectif. On pourrait dire, maintenant que j'ai fixé un schéma, quels sont les faits qu'il faut prendre en compte? Et on pourrait dire, c'est le socle de notre débat va être un ensemble de faits. Essayons d'évaluer ces faits. Mais les faits ne sont pas un socle solide, parce que chaque fait peut être interprété positivement et négativement. C'est pourquoi la communication non violente, dont on va parler, je crois, tout à l'heure, dit qu'il faut les faits et les ressentis par rapport aux faits. Et là, dans les ressentis, on peut être d'accord sur les faits et pas du tout d'accord sur les ressentis. L'un recadrant positivement, l'autre recadrant négativement. Quelle est la difficulté majeure à surmonter dans un débat? Eh bien, c'est l'écoute. C'est une difficulté qu'on croit savoir maîtriser. Nous pensons tous savoir écouter. Mais en fait, on écoute bien que ceux qui sont d'accord avec nous. On a énormément de mal à écouter quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui remet en cause nos présupposés, nos évidences. Et à ce moment-là, on est agressé et on va réagir en combattant l'autre et ce qu'il a dit. Pour bien écouter, il faut avoir des méthodes. Dire les choses une fois ne suffit pas. Tous les profs de communication disent qu'il faut dire au moins les choses 3 fois. Moi, je dis qu'il faut non seulement savoir ce que l'autre a dit, mais il faut le mémoriser et ensuite, avec un délai, poser un jugement. Est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord? Est-ce que l'idée proposée est vraie ou ne me paraît pas vraie? Et il faut qu'il y ait un espace entre le temps de l'énonciation d'une idée et le moment où je vais poser mon avis sur ce qui a été dit. Il faut donc des méthodes qui permettent d'écouter, qui s'assurent que tout le monde a bien compris. Et pour cela, une méthode consiste à noter tout ce que les gens disent et à demander ensuite aux gens de mettre un avis d'importance sur ce qui a été dit, de 0 à 10. Il y a eu telle phrase qui a été prononcée, est-ce que je suis d'accord avec? Je mets 10. Là, ça a été prononcé, je ne suis pas sûr, je mets 5. Et quand vous êtes obligé de relire ce qui a été dit et de passer à une autre partie de votre cerveau qui va évaluer ce qui a été dit. Et l'évaluation d'un groupe est d'une sagesse absolument extraordinaire. Ce qui a été jugé important par tout le monde, parce que la moyenne des notes pour cet énoncé est très élevée, eh bien, c'est un consensus de tout le groupe de travail. Et au contraire, les notes qui arrivent à 3 de moyenne, eh bien, c'est une idée qui semble moins importante au groupe.
La chose importante, c'est de passer de mon évaluation personnelle, auquel j'ai droit, à une évaluation de tout le groupe. Qu'est-ce qui, pour le groupe, est important, dont il faut tenir compte pour trouver des consensus, en quoi nous sommes d'accord. Et je vous assure que quand on a un classement général de tout ce qui a été dit, eh bien les 10 premières choses sont extrêmement importantes et constituent une base pour trouver des solutions innovantes. Lorsque deux personnes se rencontrent, il y a un phénomène absolument évident. Nous sommes tous uniques. Là, je crois que presque tous les philosophes, tous les penseurs sont d'accord. Nous sommes tous uniques. Et qu'est-ce qui se passe lorsque deux uniques se rencontrent? Eh bien, il apparaît des différences. Et puis, il y a un cliché qui traîne partout. Oh, la différence est une richesse. C'est pas faux, mais c'est que la moitié de la vérité. La différence est à la fois une richesse et une souffrance. Et Denis Vasse, un psychanalyste, nous dit « La souffrance de la différence est première, mais elle peut être dépassée par la joie de la reconnaissance de l'unique de l'autre. » La souffrance a un double visage, comme la jeune et la vieille. Elle est richesse et elle est source de souffrance. Mal gérée, la différence peut générer la violence et jusqu'au combat total. Revenons donc sur cette distinction des deux types de rencontres. La rencontre d'intercompréhension, et en cela je suis Jürgen Habermas, qui est le grand philosophe de la communication, donc la rencontre d'intercompréhension dont le but est de mieux connaître mon interlocuteur, mieux connaître son histoire. Raconte-moi ton histoire, et je vais mieux te connaître. Raconte-moi tes convictions, raconte-moi tes valeurs, raconte-moi tes engagements. Et réciproquement, l'autre doit s'intéresser à découvrir mon histoire, mes valeurs, mes engagements. C'est une rencontre d'intercompréhension. Cela s'obtient par le dialogue. Il faut comprendre les logiques qui traversent le système. Et si je comprends les logiques qui traversent le système, je comprends sa logique, je comprends ma logique, elles ne sont pas les mêmes. Parfois, elles sont incompatibles. Mais il peut y avoir des points communs. Donc, on peut voir quels sont les accords dans nos logiques, dans nos valeurs. Mais c'est en général très petit, très petit. On peut même, à partir d'un bon dialogue, trouver des petites actions à faire ensemble, des points d'accord. Mais ils sont réduits, parce que je n'ai pas changé mon point de vue sur le monde. Le point le plus original de la recherche de mon équipe pendant 30 ans a été le suivant. Au dialogue, il faut ajouter un temps où les gens vont dire leur ressenti sans jugement. Il y a tes ressentis qui vont pouvoir s'ajouter à mes ressentis. Mon attente qui va se combiner avec ton attente. La logique du « et » est possible seulement au niveau des ressentis. La logique du « et » n'est pas possible au niveau des solutions, parce que les solutions qu'apporte le syndicat ne vont pas être compatibles avec les solutions du patronat. Les diagnostics de la situation ne vont pas être les mêmes chez les syndicats et chez le patronat. Alors comment procéder pour construire une représentation et un diagnostic commun? La solution, c'est d'introduire les ressentis. Parce que les ressentis, les peurs, les attentes, les valeurs, sont ce qui va déterminer nos comportements. En dessous des revendications d'un syndicat, M. Dupont m'avait dit, voilà, j'ai 23 points de revendications à présenter au patronat. Je lui dis, mais ces revendications, elles sont contraires avec les 5 exigences du patronat. On ne va pas pouvoir s'entendre. Comment vous avez fait pour construire vos 23 points de revendication? Vous avez regardé quelles étaient vos peurs et vous avez pris des précautions dans vos préconisations pour éviter que ces peurs
soient réelles et vous empêchent d'agir. Vous aviez des attentes et vous les avez transformées en revendications. Eh bien, pour s'entendre avec la direction, nous allons repartir de vos ressentis. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le projet qui est le suivant? J'avais un exemple sur le passage aux 35 heures à la RATP où il n'y avait jamais eu de consensus social, c'était toujours la grève. Et donc, en repartant sur les peurs des syndicats, les peurs de la direction, les attentes des syndicats, les attentes de la direction, avec la logique du « et », eh bien, nous avons pu recueillir 500 peurs, attraits et tentations, 500. Et nous les avons fait noter. Et je vous assure que quand on a eu les 10 premières peurs, les 10 premiers attraits, les 10 premières tentations, tout le monde était d'accord sur que ces points-là étaient très importants. Et donc, quand on prend la peur qui a eu la meilleure note, et on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire baisser cette peur? Et là, je vois les syndicats et le patronat chercher des idées ensemble pour baisser cette peur, pour atteindre tel objectif qu'on a jugé important. Et ça, c'est un étonnement incroyable et une créativité. J'ai vu des syndicats trouver des moyens de faire baisser les peurs du patronat et des idées du patronat pour faire baisser les peurs du syndicat. Et là, nous arrivons à une représentation commune. C'est ça l'innovation de mon équipe de recherche qui a donné lieu à la méthode PAT miroir, peur, attrait, tentation en miroir. Je vous remercie de votre attention.